Bonjour et bienvenue sur CMG Raconte, le podcast diffusé par CMG Consulting Group. Depuis quelques années maintenant, on observe une véritable révolution du secteur bancaire. Entre les nouvelles technologies et les nouveaux acteurs qui émergent, l'innovation est devenue le maître mot du secteur. Mais alors, qu'en est-il du marché des paiements à l'ère de l'open banking ? Pour répondre à cette question, je reçois Moustapha Hafid, adjoint au responsable du pôle paiement et transformation digitale chez CMG. Bonjour Moustapha. Bonjour Julien. Merci à toi d'avoir pris le temps de participer à cet échange sur les paiements et l'open banking, qui est donc le sujet de notre podcast d'aujourd'hui. Pour commencer, je te propose de nous parler un peu du marché du paiement. Comment toi tu le ressens, comment tu le vois, quelle est ton analyse sur le sujet ? Très bien, tout d'abord merci de m'accueillir, c'est un plaisir de faire partie d'un nouvel épisode de CMG Raconte. Effectivement, aujourd'hui, on va parler open banking et paiement. Et du coup, pour répondre à ta question sur un petit peu ma vision du marché, écoute, elle est très simple. C'est un marché qui, déjà depuis quelques années, est en pleine transformation, je dirais même révolution. Alors, il y a plusieurs drivers qui expliquent ça. Il y a tout d'abord l'arrivée des nouvelles technologies depuis quelques années. Donc, on est passé très fortement sur des usages très mobiles. Il y a des technologies blockchain, il y a l'instantanéité, qui a progressé dans nos vies. Un paiement maintenant, ça se fait en 10 secondes. Donc on a vraiment changé, on va dire, de paradigme. Donc ça, c'est un premier gros driver. Ça a amené donc des nouveaux usages. Dans le paiement, ça s'est dématérialisé. Je prends l'exemple du paiement mobile, par exemple. Avant, on payait avec sa carte. Maintenant, on peut payer avec son téléphone. On peut payer aussi avec des objets connectés. Donc, il y a vraiment des nouveaux usages qui viennent aussi un petit peu bousculer les lignes. Et sans oublier les nouveaux acteurs. On peut parler des géants de la tech américaine, les GAFAM, les Batix côté chinois, mais on s'est rendu compte que ils ont tous peu ou prou investi le marché des paiements et ça contribue à la transformation et du coup à la révolution de ce marché-là. Donc le driver des usages, le driver des nouveaux acteurs, des fintech. Il y a aussi des acteurs de plus petite taille. Et un troisième driver aussi qui est très marqué, c'est bien sûr le régulateur. Et comment t'expliques qu'il y a eu toutes ces nouvelles innovations ? En fait, ça vient d'où finalement ? Ça vient de l'innovation. Donc ces nouveaux usages, ils ont été amenés par l'innovation en grande partie de nouveaux acteurs, petits ou grands. Et en fait, c'est là que le régulateur rentre en jeu. Il s'est dit, tiens, c'est une formidable opportunité pour encadrer un marché qui ne l'est pas et doper l'innovation dans un cadre légal qui est partagé. Les banques, au tout début, ont vu ça un peu comme une menace, qu'il y avait des acteurs qui venaient marcher sur la plate-bande, qui n'étaient pas régulés, donc il y avait plein de questions sur la responsabilité, sur les assurances qui se posaient, et du coup, le régulateur, lui, a vu ça comme une formidable opportunité de doper l'innovation sur un secteur des paiements qui a très longtemps été un peu poussiéreux, ou en tout cas monopolisé par les grandes banques, les grands acteurs du paiement. Et ce coup de pied dans la fourmilière qui a été donné par les nouveaux acteurs et aussi par les consommateurs qui ont adopté ce nouveau usage, la concrétisation, c'est un régulateur qui s'est dit une occasion d'encadrer ça et d'en faire un texte. Donc à l'échelle européenne, c'est notamment la directive sur les services de paiement 2, PSD2 en anglais, Payment Services Directive, mais c'est vrai dans un petit peu toutes les géographies. En Europe, on a un marché commun, mais en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie, dans les grandes places financières comme Singapour, Hong Kong, le Japon, la Corée, chaque régulateur essaye de donner un cadre légal à ces nouveaux acteurs, à ces nouveaux usages qui font que le monde du paiement est en pleine ébullition, comme je le disais au début. Et comment ça se concrétise en fait ? Quels sont justement les tenants et les aboutissants de ce texte ? Qu'est-ce que ça implique pour les banques institutionnelles, mais aussi pour les nouveaux acteurs qui sont les fintech, les nouvelles banques digitales, tout ça. Enfin, voilà, quels sont les tenants et les aboutissants de ce texte ? Écoute, c'est très simple. Déjà, petit aparté, on parle de DSP2, mais avant la DSP2, il y a eu une DSP, qu'on peut appeler DSP1. Donc la DSP1, ou la DSP, Directive sur les services de paiement, elle a été votée au niveau européen en 2007, mise en application en 2009. L'objectif premier, parce que c'est souvent des grands textes avec plus de 100 articles, mais l'objectif premier de la directive de services de paiement 1, ça a été de faire l'Europe des paiements, le SEPA.
donc avec le SEPA transfert crédit et le SEPA direct débit, donc le virement européen. Il y a maintenant un virement européen au format européen pour tous les pays de l'espace SEPA et également pour la partie prélèvement. Donc ça a été une première uniformisation du marché européen. Ensuite, la DSP2, elle est arrivée pour encadrer ces nouveaux usages, donc c'est une vraie finalité de la DSP2, mais elle est aussi arrivée pour renforcer la sécurité du consommateur, du client final. C'est quelque chose qui est très vrai dans les directives européennes, côté paiement, côté crédit, dans les autres activités. L'objectif du régulateur, c'est de renforcer la sécurité. C'est d'autant plus vrai quand il y a de nouveaux usages. Donc, bien que ça soit une directive qui soit encore très volumineuse en termes d'articles, plus de 100 articles, il y a la volonté forte d'encadrer ces nouveaux acteurs, leur donner un cadre légal et renforcer la sécurité du consommateur. En termes de fintech ou de nouveaux acteurs, ça a permis de créer une nouvelle catégorie qui sont les prestataires de services de paiement. En jargon anglais, on appelle ça les third-party providers. Il y en a majoritairement deux types, deux catégories. Il y a l'initiateur de paiement et l'agrégateur d'informations sur les comptes. Alors l'initiateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir se connecter sur le système d'information d'une banque pour initier un paiement en ton nom. Julia veut faire un paiement pour payer un achat sur Internet. Aujourd'hui, traditionnellement, quand tu as besoin de faire un virement, tu vas sur ta banque en ligne et tu fais toi-même le virement. Et ben, le rôle de l'initiateur de virement, c'est de te donner un espace unique qui va se connecter avec toutes tes banques pour te dire, au lieu de te connecter à tes N applications bancaires, connecte-toi chez moi et moi, je vais initier les paiements entre nous. Du coup, c'est quoi? C'est une API? C'est une application? C'est une application vis-à-vis du consommateur. Ça peut être une application web, ça peut être un site web. Et derrière, effectivement, le nerf de la guerre, il y a toute une communication, des protocoles d'échange sécurisés avec les banques. Et ces protocoles, ils sont faits via les API. D'accord. On aura l'occasion d'y revenir un peu plus précisément plus tard. Donc ça, c'est le premier acteur. Le deuxième acteur, tu as l'agrégateur. Celui qui, au lieu de te proposer de faire des virements, peu importe le nombre de banques que tu as, il va te permettre d'avoir une visualisation de l'ensemble de tes informations de solde bancaire sur une vision unique, sur la même interface. Donc ça peut être une application bancaire et un site web dédié. Donc l'Europe, via sa directive, elle vient encadrer ces acteurs pour leur donner un cadre légal. Ça rassure le consommateur final et ça rassure aussi les banques. Vis-à-vis des banques, elles peuvent considérer ça comme étant une menace pour elles. Pourquoi? Parce qu'il y a ce fameux risque de désintermédiation. Si au lieu de consulter ton solde bancaire, tu ne te connectes plus sur les applications de tes banques, mais sur une application d'un tiers, la banque perd cette relation qu'elle a avec toi pour potentiellement te proposer d'autres services, des comptes épargne, du prêt, de l'investissement. Donc elles ont tout de suite vu ça comme une menace, mais elles ont, et je pense que c'est la bonne décision, elles ont aussi vu ça comme une formidable opportunité de proposer elles aussi ces services à valeur ajoutée. Donc les banques et la DSP2, elles ont eu un gros chantier de mise en conformité, c'est-à-dire permettre à ces nouveaux acteurs de travailler dans un cadre légal via des API, mais aussi de revoir ou de mettre en place une stratégie pour elles aussi proposer ces services. Donc généralement, il y a plusieurs types de stratégies. Il y a la stratégie concevoir des partenariats avec ces nouveaux acteurs pour créer des écosystèmes. Et là, on rentre un petit peu dans la définition, dans l'espace dit open banking, on y reviendra. Il y a l'autre option de dire je vais investir massivement et racheter la fintech ou racheter mon compétiteur qui fait ce service-là tant que je peux, tant qu'il n'est pas encore très gros. Et puis la dernière option, c'est de soit miser sur l'innovation interne ou l'incubation interne d'idées au sein des banques. Majoritairement, ce qu'on se constate aujourd'hui, c'est que les banques ont beaucoup misé sur les partenariats et certaines ont racheté des concurrents. Mais voilà, ça permet aux banques de, elles aussi, jouer à armes égales avec ces fintechs ou ces acteurs qui viennent un peu le concurrencer. Mais alors du coup, il va y avoir aussi une question qui va se poser sur le transfert de données, parce que si elles communiquent entre elles, finalement, il y a des données des collaborateurs, donc j'imagine que la DSP2 rentre aussi en compte dedans, et RGPD peut-être aussi. Donc effectivement, il y a un fort lien avec la RGPD. Donc la directive sur les services de paiement, comme son nom l'indique, elle est là pour donner des règles sur les paiements. La RGPD vient, elle, donner des règles sur la data.
Donc il faut être compliant vis-à-vis de la RGPD comme n'importe quel autre métier. Et effectivement, il y a des règles très strictes. Cette ouverture des données, elle est possible si et seulement si le consommateur donne son consentement. Donc c'est ce qui nous permet aux banques et aux fintech de pouvoir travailler parce qu'elles ont le consentement. Et ensuite, pour échanger ces données, il y a un grand travail qui a été fait pour la mise en production au niveau du marché européen qui a eu lieu le 14 septembre 2019, qui a été de mettre en place pour les banques des API afin que ces partenaires, que ces fintech puissent travailler dans un cadre légal. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est les API du coup ? Bien sûr. Alors API, ça veut dire Application Programming Interface. C'est un ensemble de règles qui permet à deux systèmes hétérogènes de parler de façon sécurisée. On dit souvent que un système expose ses services ou ses données en API pour qu'un autre puisse venir les consommer. Donc ça va permettre de faciliter l'échange de données, de consommation de services de façon sécurisée. Les API sont aussi réputées pour être facilement utilisables et du coup ça accélère le time to market pour la mise en place de nouveaux produits. L'un des grands succès des écosystèmes qui ont été mis en place par les géants de la tech, c'est notamment l'APIisation de leurs services. Donc, dans le cadre de la directive sur les services de paiement 2 et du sujet du jour, les API ont effectivement eu un grand rôle à jouer pour permettre aux nouveaux acteurs de communiquer et d'accéder aux informations bancaires. Toutes les banques de la place ont mis en place des API qui permettent à l'initiateur de paiement, à l'agrégateur de compte de venir consommer les données, bien entendu en ayant au préalable le consentement du client final. Donc, pour faciliter la mise en place des API, l'Europe a également eu son rôle à jouer. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a édicté des guidelines dans un document qui s'appelle les RTS, qui ont été mises à disposition par l'EBA, donc l'European Banking Authority. Et ensuite, c'est le marché qui s'est organisé pour définir des standards. Il y a plusieurs standards qui ont émergé en Europe. Des standards, on va dire, nationaux, comme en France, STET, comme l'Open Banking UK chez nos amis anglais, et pour le citer, peut-être le plus grand, le Berlin Group, qui est un standard qui est plus européen. Donc là où le bas blesse, c'est que pour une adoption totale des API, aussi bien des banques que des nouveaux acteurs, il aurait fallu un standard. Mais le marché s'est pas mis en ordre de marche pour n'en produire qu'un seul. Donc il y a eu plusieurs standards qui ont permis aux banques de développer des API, sur une norme qui soit partagée. Donc les banques ont travaillé assez longuement, elles ont investi, elles ont joué le jeu. Donc ces API sont en production depuis le 14 septembre 2019. Donc on a déjà pas mal de recul sur la mise en place. On sait que la mise en place a été un peu difficile, que les nouveaux acteurs restaient un peu sur leur faim. En termes de customer journée, c'était pas souvent fluide. Donc il y a une longue période où il y a encore toujours un peu d'adaptation, de correction qui permet au marché de se stabiliser et de garantir un service efficace avec une expérience client digne de ce nom aux utilisateurs des nouveaux services de paiement. Mais alors du coup, je reviens juste sur les RTS. C'est une sorte de how-to de comment mettre en place des API pour ces systèmes de paiement. Est-ce que c'est bien ça ? Et derrière les standards, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? C'est un exemple ? Alors, c'est exactement ça. C'est comment faire, quels sont les rôles et responsabilités, comment garantir que un acteur n'est pas floué versus un autre acteur. Et en fait, le standard, il vient répondre techniquement à comment on va échanger les données. D'accord. Je veux initier un ordre de paiement sur le compte d'une banque, et le standard va dire comment se déroule le processus avec une cinématique, avec le format, avec les données échangées, les réponses entre les différentes parties. Donc c'est ça, c'est un standard technique. Ok. Et alors du coup, les banques vont plutôt s'adapter à ce standard-là qui finalement est un exemple, ou certaines vont développer pour essayer d'aller un peu plus loin ? Comment ça se traduit ? Alors, à ma connaissance, aucune banque n'a développé son propre standard. Par contre, elles ont tous choisi un standard que le marché a proposé lui-même. Donc soit un standard national, soit un standard pan-européen. Et c'est là pour moi une première limite. L'idéal, ce serait d'avoir un standard,
Comme ça, pour vis-à-vis soit de la banque ou du nouvel acteur, pour accéder à un compte n'importe où en Europe, je sais que j'ai qu'un seul standard à respecter. Plus on démultiplie les standards, plus on démultiplie la charge de travail pour pouvoir garantir son service. Donc ça, c'est le premier point, on va dire négatif. Ensuite, pour qu'il y ait une pleine adoption de ce service-là et on va dire une forte croissance, ou en tout cas permettre d'aller un peu plus loin que ce que le régulateur nous demande, il faut à mon sens qu'il y ait un standard unique qui émerge. Donc, pour ce faire, il y a deux options. Soit le marché s'autorégule, j'ai cité tout à l'heure State et Berlin Group, qu'il y ait des rapprochements entre ces deux standards pour potentiellement en proposer un seul. L'autre option, c'est que le régulateur s'en mêle, qui lors d'un nouveau texte, on parle déjà d'une révision de la DSP2 qui serait dans les cartons côté européen, qui viennent donner plus de règles sur le standard à utiliser, être un peu plus précis techniquement, ce qui permettrait au marché d'être beaucoup plus fluide. Ok. Et alors aujourd'hui, les banques, elles en sont où sur la mise en place de DSP2, de toutes ces réglementations-là ? Alors c'est terminé, parce que on parle d'une mise en production des API au 14 septembre 2019. Donc on est déjà assez loin de cette date. Et même avec le Covid, pardon, ça n'a pas ralenti ou on est plutôt bien. Techniquement, la livraison est arrivée avant le Covid. On sait qu'il y a eu des démarrages difficiles. On parle de plusieurs milliers de banques dans l'espace européen. Donc toutes les banques ont eu des projets de mise en conformité, n'avançant pas à la même allure. Donc il y a eu une période où les banques ont dû faire leur analyse critique pour permettre d'avoir des API qui soient opérationnelles. C'est une obligation. En aucun cas, il doit y avoir une discrimination entre la qualité de service fournie sur l'application ou le site de la banque versus ces API qu'elle met à disposition des nouveaux acteurs. Donc le régulateur est assez vigilant sur ce point-là. Donc je pense que le gros du travail a été fait. Il y a peut-être encore quelques banques qui travaillent sur leurs API, mais pour moi la prochaine étape c'est vraiment de doper ce secteur-là en palliant aux difficultés qu'on a rencontrées. Donc il y a le standard qui pose un problème et il y a la qualité de service, la customer experience comme je l'appelle, qui n'est pas des plus évidentes. Donc pour répondre, il faut que les acteurs jouent le jeu, il faut peut-être que le régulateur aide un peu, mais la prochaine étape, c'est ça à mon sens. Et à ton avis, le futur de l'open banking, c'est quoi ? Alors le futur de l'open banking, déjà l'open banking on comprend dans le sens paiement, parce que ça a été l'un des premiers cas d'usage qui a été pris en compte par le régulateur. Donc pour moi, le futur, c'est élargir le champ d'application. Aujourd'hui, on a ouvert l'accès aux données uniquement aux données de paiement. Donc il serait intéressant de voir ce que l'Europe nous prépare, mais est-ce qu'elle veut étendre le périmètre ? Est-ce que demain, elle ne donnerait pas accès aux comptes d'épargne, aux comptes d'investissement, à différents services aujourd'hui qui sont pas accessibles par des prestataires extérieurs. Donc ça pourrait être un premier exemple. Et ensuite, il faut parier sur l'innovation des acteurs. Ces acteurs qui ont d'ores et déjà accès aux données bancaires, ils innovent vite, ils proposent des services à valeur ajoutée. Ils ont accès à une mine d'or qui est l'information de paiement de leurs clients. Et il faut voir comment leur marché va évoluer. C'est vrai pour les fintechs, mais c'est vrai pour les banques, sur comment elles vont leverager sur ces accès, ces données-là, pour proposer toujours plus de valeur à leurs clients. Donc c'est ça qui sera intéressant de voir dans les années à venir. Et la balle est au centre. Il suffit d'une coopération entre les différents acteurs. Donc c'est pour ça que la notion d'open banking prend tout son sens. L'idée, c'est de concevoir demain le monde du paiement, mais pas que, la banque, comme un véritable écosystème qui permettra in fine de proposer un service avec toujours plus de valeur ajoutée à son client, peu importe le producteur, qu'il soit produit par la banque, qu'il soit produit
par un partenaire, qui soit produit par une fintech. On est en train de poser les bases de ce monde-là. Donc, le paiement était le premier use case, ça prend du temps, mais c'est le sens de l'histoire à mon sens. Et alors, le futur marché du paiement, tu le vois comment, toi ? Alors je le vois riche, prometteur, ambitieux. Effectivement, il y a plusieurs initiatives que je vois et que je vais lister. La première, c'est la mise en place de nouveaux services. Au niveau européen, il y a le Request to Pay qui va arriver. C'est le bénéficiaire du paiement qui va pouvoir déclencher le paiement de son service soit en ligne ou soit en magasin. C'est un nouveau cas d'usage. L'association Request to Pay, paiement instantané, je pense qu'il y a beaucoup de cas d'usage, métiers qui vont pouvoir en profiter. D'un point de vue européen également, il y a une très belle initiative qui s'appelle l'EPI, l'European Payment Initiative, où là il y a un vrai sujet de souveraineté au niveau européen. C'est vrai que si on prend la picture globale des paiements, d'un point de vue souveraineté, on se rend compte que parfois on est dépendant de grands fournisseurs américains, pour pas les citer. Le pays a l'ambition de venir gommer ça, donc c'est une très belle initiative à mon sens, où là, toutes les banques seront amenées à travailler. Il y a l'atterrissage de l'écosystème post-PSD2, Open Banking, qu'on a cité, où là le champ des possibles est extrêmement large, avec un régulateur qui viendra peut-être étendre le périmètre d'application. Il y a sujet également au niveau européen, la monnaie digitale de banque centrale. On réfléchit, on parle de plus en plus d'un e-euro, donc avec des cas d'usage qui peuvent être aussi assez intéressants à voir venir. Il y a quoi d'autre ? Il y a effectivement tout le monde de l'Internet des objets, où là, on ouvre la porte d'un sujet passionnant. De plus en plus, les objets sont connectés, de plus en plus, on voit l'association de l'objet connecté avec le paiement. JP Morgan a sorti un rapport très récemment sur le monde des paiements, où il parle du paiement sur roue pour les voitures connectées en ciblant un marché de plusieurs dizaines de milliards de dollars pour les voitures connectées pour payer les services. Incroyable, donc payer avec sa voiture. Exactement. Station-service ou une recharge du plein d'électricité, on pourra payer avec sa voiture. Donc tout ce monde de l'Internet des objets laisse pressentir à de formidables cas d'usage qui vont arriver. Et le futur des paiements, ça passe aussi obligatoirement par le régulateur qui, toujours, bien sûr, ne manquera pas à venir réguler, mettre sa touche, mais toujours avec cette vision protection du consommateur qui prend tout son sens. Et puis aussi le côté innovant qu'ils essayent de protéger, de ce que je comprends. Exactement, doper l'innovation, c'est aussi un fer de lance, et en Europe, on est plutôt bien positionné. Les Anglais sont un marché très dynamique, mais en France, on n'a pas à rougir. Donc, on a toute notre part à prendre sur cette nouvelle chaîne de valeur qui se dessine. Eh bien, écoute, merci Mustapha pour ce sujet qui est passionnant, encore une fois. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt. C'était CMG Raconte, merci de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de CMG Raconte.